Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont les ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont des pays où il existe des organes sous-ministériels au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain. Et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois dire ici, non pas par souci de revendication de jeter le premier à, mais lorsque, puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers, et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités. Que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Hein. Je veux dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés sur 2 villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font? Ce sont leurs diasporas. Hein? Oui, ce sont leurs diasporas, qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol, qui travaillaient dans d'autres pays, qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec tout le reste qu'il y a derrière, il y a toujours une dimension de, voilà, d'aller voler le feu, un peu comme Prométhée, comme on dit. Mais c'est cela, ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, j'y reviendrai vers la fin, notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment sa diaspora a été déterminante. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération, ait fait de bons économiques et technologiques que la Chine a connu, non, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion et la pensée stratégique humaine.
déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs interrogations là-dessus, mais déjà, vous, en tant que candidat à la présidentielle au Cameroun, avec le taux élevé de corruption, vous connaissez l'actualité aujourd'hui par rapport à ce phénomène-là. Déjà comme ça, qu'est-ce que vous pensez de l'opération Épervier mise sur pied justement pour contre ce fléau? Je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je vais redire cela ici. Oui. Quand on a lancé l'opération Épervier, franchement, j'étais très enthousiaste. J'étais l'un des plus gros soutiens de cette opération parce que je me disais, on veut s'attaquer. Et s'attaquer de manière significative à la corruption et surtout à la grande corruption. Oui. Et je me suis dit, enfin, on prend la bonne direction et les bonnes décisions. Mais l'évolution de l'opération Épervier m'a laissé perplexe. Parce que si vous regardez très bien comment les choses ont évolué, et il suffit d'ailleurs de regarder les dernières interpellations, vous constaterez que les personnes interpellées, même lorsqu'elles ont occupé des fonctions gouvernementales, la plupart du temps ne sont pas interpellées pour leur gestion immédiate, pendant qu'elles étaient au gouvernement, mais c'est pour des gestions passées. Oui. Alors, vous avez quelqu'un qui est directeur général, il gère mal, et on sait qu'il a mal géré, qu'il a touché à la fortune publique, qu'il est corrompu. Mais on le promeut, c'est-à-dire on le nomme ministre, pour ensuite l'arrêter pour les faits commis pendant qu'il était directeur général. Je ne trouve pas de cohérence là-dedans. L'autre chose, c'est qu'on a eu l'impression aussi que dans le cadre de l'opération Épervier, certaines personnalités ont été interpellées et que le cours de la justice n'a pas permis, du moins c'est le sentiment que l'on a, et un certain nombre de Camerounais l'ont, la pleine manifestation de la vérité. J'ai eu à citer, je vais les citer à nouveau, parce que c'est deux cas emblématiques qui m'ont frappé personnellement. On peut dire tout ce qu'on veut, mais moi j'ai un profond sentiment de justice. Les deux cas emblématiques, c'est d'une part celui de l'ancien ministre d'État Marafa Hamidou Yahya et de l'autre Jean-Marie Atangana Mbara. Jean-Marie Atangana Mbara, on le juge dans une procédure et on dit qu'il y a un non-lieu. Et on ordonne donc sa remise en liberté. Mais on s'organise pour qu'il ne soit pas mis en liberté, on le bloque, on le maintient en prison et on va ouvrir un nouveau dossier pour le poursuivre. Quand on est face à une telle situation, on se dit, mais il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pour cela que je suis perplexe. Si les gens ont commis les crimes que l'on leur reproche, ils sont punissables et ils doivent être punis avec la plus grande fermeté. Mais de grâce, la justice, comme on dit, ne doit pas seulement être rendue. Elle doit être regardée comme rendue. Elle doit être perçue comme rendue. Lorsque vous faites une telle manœuvre, on a le sentiment que la justice n'est pas rendue. Je prends le cas de Marafa. Dans une procédure où on dit, finalement, non, il n'a pas agi lui-même, mais il y a eu une complicité intellectuelle. C'est quand même assez inhabituel, complicité intellectuelle, qui vous renvoie en prison pour une aussi longue peine. Mais ce n'est pas ça le problème. Je respecte les décisions de la justice camerounaise, en tout cas en principe. Ce qui trouve dans son cas, c'est que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dont le Cameroun est membre, a produit une recommandation, en tout cas une décision, comme on l'appelle quelquefois, disant que dans le cas de Marafa, il n'y a pas eu d'infraction criminelle. Et qu'en fait, il est détenu pour des choses qui n'existent pas. Il est un prisonnier politique et qui doit être remis en liberté. Ce n'est pas moi, Kamto, qui le dit. C'est pas moi. J'étais pas membre de ce comité, ni d'un côté ni de l'autre. Et je dis donc, si le Cameroun a adhéré à cet organisme et que cet organisme se prononce, on doit être cohérent et en tirer les conséquences et le mettre en liberté. Voilà tout ce que je dis. Donc, en dehors de cela, j'ai dit, il faut absolument être intraitable avec la corruption. Et d'ailleurs, si on était cohérent dans l'opération Épervier, sans même
m'attarder sur le fait qu'il y a d'autres mécanismes de lutte contre la corruption. Exactement. Il faudrait mettre en place déjà en application l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire prendre le décret d'application. Oui. Parce que la loi a déjà été adoptée Tout en à fait. 2006, pendant que j'étais au ministère de la Justice. Je voudrais souligner cela au passage. fait. N'est-ce pas? Il faut prendre le décret qui met en place le comité devant lequel chacun doit aller déclarer ses biens avant d'entrer en fonction. C'est déjà un mécanisme. Mais je reviens sur la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il est normal que l'on dise que des gens sont poursuivis pour avoir distrait des milliards de la fortune publique et qu'on ne prend pas, parce que l'ordre juridique camerounais nous donne des instruments à cet égard, les dispositions pour que justement cette fortune éventuelle ne disparaisse pas entre-temps. Vous avez vu des gens qui étaient en prison qui continuent à construire des immeubles. Vous avez, on a déjà saisi les comptes de qui, gelé les comptes de qui ici. Donc, il faut être cohérent. Je ne dis pas de les confisquer, mais il y a des mesures conservatoires. Vous prenez des mesures pour soit geler des comptes, soit pour que, par exemple, l'immeuble en question ne soit pas vendu. Et si la personne est innocente, on lui restitue ses biens. Aussi simple que cela. Alors, mascarade politique ou alors opération à tête chercheuse? Par moments, on a l'impression que c'est une opération à tête chercheuse. À d'autres moments, on a l'impression justement que c'est un rideau de fumée politique. Pourquoi opération à tête chercheuse? Parce que un certain nombre de personnalités interpellées dans le cadre de l'opération Épervier font partie de celles que l'on considérait comme étant des concurrents potentiels, des compétiteurs politiques potentiels pour la fonction présidentielle. C'est ce qu'on dit. Rideau de fumée politique parce que on a l'impression que c'est à chaque approche des échéances électorales qu'on réanime de manière très dynamique Épervier. Donc Épervier se pose quelque part sur une branche d'arbre, il se repose et que lorsque se profile... Ça veut dire que son départ en 2006, c'est parce qu'il y avait les échéances de 2007. Oui, voilà. La relance dans les années 2009-2010. Il y avait C'était parce qu'il y avait 2011. 2011. Maintenant, on relance 2017-2018 parce qu'il y a l'échéance 2018. Sinon, je dis, prenez la situation des personnes interpellées récemment. Est-ce que leur situation n'était pas connue? C'était connu. D'ailleurs, le nom d'un certain nombre d'entre eux circulait dans les journaux depuis un bon moment déjà. Pourquoi attendre maintenant pour le faire? Donc, selon certains juristes, il y a une certaine procédure, et il faut réunir certains documents, il faut réunir certaines preuves. Peut-être c'est ce qui expliquerait peut-être le fait qu'il ne soit pas... Il se trouve que je suis moi-même un peu juriste. Donc, on ne demande pas de condamner les gens sans preuve. Oui. On dit simplement d'ouvrir l'enquête. L'ouverture d'enquête ne veut pas dire, vous avez votre présomption d'innocence. Tout à fait. L'ouverture d'enquête ne veut pas, mais ce n'est même pas la mise en examen comme je disais tout à l'heure. L'ouverture d'enquête, c'est qu'on cherche des éléments pour vous mettre en examen. Donc, dans le cas, par rapport au code pénal ou au code de procédure pénale camerounais, pour vous mettre en détention provisoire. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on dit déjà que vous êtes un inculpé. Non, vous n'êtes pas inculpé. Vous êtes simplement mise en examen. Enfin, il y a simplement une investigation sur votre situation. Or, ça n'a pas été fait. Donc, j'aurais compris que l'on dise, on a ouvert une enquête depuis 2009 ou 2010 ou 2015, et ça aboutit maintenant, on a des éléments maintenant pour montrer que ces personnes, effectivement, peuvent être... Alors, juste une petite remarque, Président. Si nous prenons une ville comme Douala, et comme j'avais dit, nous voulons que Douala soit la métropole financière et économique, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale et au-delà. Il faut vraiment que nous soyons un pôle. Comme Tanger, par exemple, au Maroc aujourd'hui, comme Abidjan, et encore, avec la bourse d'Abidjan, et comme Nairobi, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud avec Jobo et d'autres. Le Cameroun doit avoir ça comme vision. Et moi, je dis, si nous prenons comme une ville comme Douala, comment la préparer pour qu'elle puisse jouer ce rôle? Je vais juste prendre un bout de Douala, c'est-à-dire la zone où passe le fleuve du Vouri. Donc voilà. Mettons que ça, c'est le Vouri qui descend. Vous avez à l'heure actuelle, ça c'est Bonabéry, et ça c'est le côté, disons, Douala, classique. Donc vous avez un pont, un pont qui passe là. Voilà. Alors, et puis du côté de Douala, ici, vous avez Bonanjo ici, à peu près. Bonanjo ici. En allant plus loin, vous serez à Deido, Aqua, et puis vous aurez Bonapriso un peu à côté. Mon idée, c'est de dire, il faut transformer totalement la physionomie de Douala
D'abord, un seul pont sur le Vouri, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Il faut faire au moins 3 ponts sur le Vouri. On est obligé de les faire plutôt en haut, en aval, parce que le port, le port occupe toute la zone qui va vers le sud. Donc, il faut au moins 2 autres ponts. Ça, même si nous avons un deuxième, parce que l'ancien pont ne fonctionne plus vraiment, donc je considère qu'il y a un grand pont sur le Vouri. Si vous avez un deuxième pont, ce pont-là peut déjà être un pont de désenclavement, de telle sorte que les véhicules qui viennent des DA, de Yaoundé et tout ça, les transporteurs, qui veulent aller à l'ouest ou dans le sud-ouest, prennent ce pont-là directement et vont peut-être rejoindre un échangeur ici qui va distribuer entre eux. Donc, il faut un deuxième pont. Et ce n'est pas si cher, ce n'est pas compliqué de faire un deuxième pont. Il y a aujourd'hui même des possibilités, des gens font même des ponts payants. Quand vous voyez certains ponts à Abidjan aujourd'hui, voilà, exactement, c'est payant. Donc on peut parfaitement concevoir cela. Et donc, ça va à la fois fluidifier la circulation sur ce pont, mais également désenclaver en termes de circulation Aquanor, qui est complètement bouchonné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaiterais que le plateau Jos soit un peu comme notre Manhattan. Et c'est pour cela que, personnellement, je pense que on doit fixer, il doit y avoir un coefficient d'occupation de sol, c'est-à-dire y compris la hauteur des immeubles. Moi, si j'étais en capacité de dire, il n'y aurait pas d'immeuble de moins de 15 étages là-bas. Parce que ça va être un centre financier. C'est là aussi que vous projetez votre image. Comprenez? Et ce n'est pas très vaste. Donc il faut bien occuper l'espace là-bas. Donc ça, c'est vraiment une zone de grands immeubles, de tours ici. Et l'autre chose, c'est que maintenant, il faut valoriser cette rive de Bonabéry, qui est moins occupée qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a même des habitations. Mais comme ce n'est pas des habitations, souvent en matériaux définitifs ou de très grande hauteur, on peut réformer, on peut réaménager sur le plan urbanistique. Ça veut donc dire qu'on peut là aussi développer des constructions en hauteur pour qu'il y ait une liaison avec ici. Comme un deuxième centre d'affaires. Exactement, pour qu'il y ait une liaison. Parce que vous ne pouvez pas le faire ici, c'est la mangrove. Voilà, tout ceci là, c'est la mangrove. Sur le côté Bonabéry, jusqu'à la mer, c'est la mangrove. Et ici, vous pouvez continuer ici, mais malheureusement, le port s'est trop développé de ce côté-ci. Donc, on peut le faire là-bas. Mais ici, je souhaiterais qu'il y ait, bien entendu, des sièges d'entreprise, mais également pas beaucoup d'hôtels et tout. Pourquoi? Parce que j'estime que Douala ne profite pas du fleuve Vouri en termes touristiques. Donc, à mon avis, en dehors des ponts, nous devons avoir des bateaux de plaisance, des bateaux mouches et autres, sur le fleuve, qui remontent et descendent, amènent les passagers. D'autres peuvent même d'ailleurs faire des traversées. Mais je vois déjà le soir, qui remontent, qui descendent, vous pouvez manger sur un bateau mouche. Mais vous pouvez aussi prendre ce bateau-là pour aller ici, dans un hôtel ou un restaurant. Donc ça, c'est juste pour cette zone. Mais après, je vais prendre le chemin de fer. Malheureusement, dans notre pays, il y a quelque chose de terrible. Nous n'aimons pas notre pays. Même ici à Yaoundé, mais vous allez à Douala pareil. Vous savez que le chemin de fer traversait Douala avant. Et quand on a commencé à moderniser Douala et on a enlevé la gare de Besseke. C'est vous qui connaissez Douala, peut-être Besseke, vers là où il y a disons la maison, la case traditionnelle, disons des chefs traditionnels. Le siège Ngondo. Voilà, le siège, exactement. C'est là-bas que la gare arrivait avant. Oui, donc on a déplacé. Mais le train qui venait de Nkonsamba, qui venait de Kumba et tout ça, là, du Mungo, voilà, traversé, est passé dans la ville de Douala. Et il y avait un projet de valoriser justement cette zone où il y avait les rails. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est pour ça que je disais à mon petit là, que dans nos jeunes pays, là, il faut être chef chantier, si tu n'es pas là. Donc, dès qu'on a tourné les yeux pour dire que le projet là va venir et tout, ce sont les responsables camerounais eux-mêmes qui ont vendu tous les trucs, et on a enlevé les rails, vendre même aux Indiens et tout ça et tout ça. Donc maintenant, vous n'avez plus, l'espace est occupé. Donc maintenant, si vous voulez faire ça, il faut donc exproprier. Mais on va être obligé d'exproprier, de casser, parce que si vous voulez moderniser la ville, à un moment donné, il va falloir ouvrir ces espaces-là, pour qu'ils puissent avoir, parce que mon idée, c'était justement d'utiliser ces zones-là pour faire des tramways. Pour faire des tramways, c'est-à-dire... C'est un projet dans un certain programme. Absolument. Et même le gouvernement a parlé du tramway. Je ne suis pas le premier, ce n'est pas moi qui l'invente. Le gouvernement a parlé du tramway depuis des années. Mais le problème, c'est que c'est comme un serpent de mer. Vous parlez de quelque chose, 10 ans, on ne voit pas, 20 ans, c'est comment? Donc, et pendant ce temps, les gens ont vendu le terrain. C'est tout occupé maintenant. Et maintenant, il faudra que l'État encore dépense l'argent pour exproprier, pour faire. Oh, on est obligé de faire. Vous ne pouvez pas
régler le problème de circulation à Douala sans ouvrir des modalités de transport comme le tramway. Je dis pas tout de suite le métro, parce que le métro, le sol de Douala est très meuble, c'est-à-dire c'est sablonneux. Donc on peut toujours faire le métro, on fait même des trucs sous l'eau, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Faisons la politique de nos moyens. Faisons d'abord les transports en surface. Donc on pouvait faire le tramway, qui porte plus qu'un bus ordinaire. Et ça, il faut le faire. Et moi, je vois bien un tramway ou un chemin de fer qui va partir donc, de Bonanjo, enfin de là, jusqu'à Japoma. Ok. Bon, si tu as ça, à partir de là, tu peux avoir des raccordements. Et voilà, bon, en gros. Maintenant, je termine juste pour Douala, pour dire c'est un désastre pour nous. Quand vous posez, quand vous arrivez à Douala par avion le jour, s'il y a un étranger, vous avez envie d'entrer sous votre siège. Parce que vraiment, les bidonvilles, les machins que vous voyez à côté de l'aéroport, ce n'est pas possible. Des trucs dans l'eau, vers là où l'avion était tombé, là, dans la Banga Pongo, merci. Il faut régler ça. Sans compter même les gens qui maintenant sont dans l'aéroport. Depuis des années, j'ai entendu encore le maire de Douala dire dernièrement qu'il faut qu'il enlève ça. Ouais. J'espère qu'il va y arriver. Parce que c'est la politique qui empêche ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas... Ce sont nous-mêmes, enfin pas nous les hommes politiques, ce sont les responsables publics qui jouent. On veut faire ceci, on va monter ensuite les gens pour qu'on dise que oh, ça veut dire... Non, c'est notre pays à nous tous. Où est-ce qu'on a déjà vu un aéroport international, le premier aéroport international du pays, avec des constructions? Vous êtes déjà allé à l'aéroport de Douala? Les boutiques, les bidonvilles, les baraquements, c'est là dans l'aéroport. Est-ce que nous allons vivre avec ça? Donc c'est pour cela que le fait de dire nous allons organiser les Jeux Olympiques, si ça nous était attribué avec les autres, c'est un défi qui nous est lancé en tant que Camerounais et nous devons relever ce défi. Voilà.